Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est 5 exercices sur les polynômes du second degré. Si vous arrivez à faire cette évaluation, ça veut dire que normalement vous pouvez aller à votre contrôle tranquille, c'est-à-dire que vous avez compris les principales choses à connaître pour ce chapitre. Vous devez savoir résoudre une équation, vous devez savoir résoudre une inéquation, il y a un petit exercice sur un changement de variable qui n'est pas simple. Et vous avez aussi tout ce qui est exercice pour savoir si vous avez compris quels étaient les avantages des 3 formes à connaître, c'est-à-dire la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée d'un polynôme du second degré. Si vous arrivez à manipuler tout ça, et que vous avez de bonnes images graphiques, ça ne devrait pas vous poser de problème. Sinon, faites-le parce qu'il faut vraiment s'entraîner là-dessus. On y va. Alors, le premier exercice, on va commencer par résoudre une inéquation dans l'ensemble des réels. Alors, quand vous souhaitez résoudre une inéquation ou une équation d'ailleurs, eh bien c'est toujours bien de rappeler dans quel ensemble vous allez chercher les éventuelles solutions. Voilà. Donc résolution dans R, donc on sait que dès qu'on trouvera des solutions réelles, elles seront réellement solutions de notre inéquation. Alors, l'inéquation, c'est moins 2x au carré, moins 6x plus 2 supérieur ou égal à x moins 2. Alors ici, on voit qu'on va avoir affaire à une inéquation du second degré, c'est-à-dire qu'il y a des x au carré, des x et des constantes, et même de l'autre côté, des x et des constantes. Donc la technique, quand vous avez ce type d'inéquation, comme très souvent, en fait, il n'y a que quand c'est une inéquation du premier degré qu'on ne va pas faire cette technique, on va chercher à isoler x. Là, ici, on ne va pas chercher à isoler x, on va chercher à obtenir 0 dans l'un des membres. Alors ici, je vais transposer x et transposer moins 2. Histoire d'obtenir 0 dans le membre de droite. Donc ça fait moins 2x au carré, moins 6x plus 2, et je transpose, donc moins x plus 2 supérieur ou égal à 0. C'est donc équivalent à l'inéquation que je vais écrire maintenant, moins 2x au carré, moins 6x moins x, attention, il y a des élèves qui se trompent là-dessus, faites très attention, donc moins 7x, et 2 plus 2, eh bien 4. On cherche donc à savoir quand est-ce que le polynôme du second degré, moins 2x au carré moins 7x plus 4, est positif, puisque je cherche à savoir quand est-ce que le résultat de ce calcul sera supérieur ou égal à 0. Donc, si je cherche à savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré est positif, je sais qu'il faut que je fasse un tableau de signes de ce polynôme du second degré. J'embraye donc sur la méthode. Eh bien, d'abord, trouver si le polynôme a des racines ou pas, et ensuite faire mon tableau de signes. Je repérerai du coup où est-ce que le polynôme est positif et je trouverai mon ensemble de solutions. Je dis donc que je reconnais un polynôme du second degré. Alors vous voyez, je n'ai pas remis supérieur ou égal à 0 parce que si je veux parler du polynôme, eh bien le polynôme, ça n'est pas l'inéquation. L'inéquation, c'est quand on cherche quand est-ce que le polynôme est supérieur ou égal à 0. Et si je parle juste de cela, eh bien je parle du polynôme. Quand vous parlez d'un polynôme du second degré, mettez-vous tout de suite d'accord avec le correcteur pour dire qui vous appelez A, qui vous appelez B, qui vous appelez C, ce qui vous permettra, par exemple, quand vous allez calculer le discriminant, de mettre la formule B carré moins 4AC, tout le monde saura qui est A, qui est B, qui est C. Du coup, le A, c'est ce qui accompagne x au carré, le coefficient devant x au carré, c'est donc moins 2, le fameux coefficient dominant. Le B, c'est le coefficient devant le x, donc ici, moins 7, et le C, c'est la constante qui traîne derrière, donc 4. Vous devez calculer le discriminant delta. Delta, la petite formule que vous devez connaître par cœur, c'est que ça vaut b carré moins 4 AC. Au calcul donc, b au carré, ça nous donne moins 7 au carré. Alors attention, la petite erreur, c'est d'oublier les parenthèses. Du coup, ça changerait complètement le discriminant. Faites attention à ça. Moins 4 fois A vaut moins 2, fois C vaut 4. 7 au carré, ça vaut 49. Ici, vous avez moins multiplié par moins, donc ça va faire plus. Donc ça fait 49 plus 4 fois 2 fois 4, ce qui nous fait 32. Donc 49 plus 32, ce qui vaut 81. Donc vous avez trouvé que le discriminant était strictement positif. Et la théorie dit que si le discriminant est strictement positif, eh bien ça veut dire que le polynôme du second degré ici a exactement 2 racines réelles. Voilà, et donc maintenant que vous savez que le polynôme a 2 racines réelles, eh bien on va les calculer. Alors j'ai besoin d'un petit peu de place, donc je vais devoir effacer pour faire mon calcul des racines.
Voilà, donc j'ai fait un peu de place. Alors, je vais faire un petit trait pour indiquer, voilà. Je me la garde quand même l'inéquation ici pour l'avoir toujours sous les yeux. Alors les racines, on a x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui va nous donner moins 7, puisque b, je vous rappelle, vaut moins 7, moins racine carrée de delta, delta valait 81, le tout sur 2 fois a qui vaut moins 2. Ça nous donne donc 7, moins racine de 81, ça vaut 9, sur moins 4. Et du coup, ça nous donne moins 2 divisé par moins 4. Donc ça donne 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Donc on a une première racine pour le polynôme qui va être 1 demi. Et la deuxième, x2, donc c'est moins b plus racine carrée du discriminant delta sur 2a. Et donc ça nous donne moins 7 plus cette fois-ci racine de 81 sur 2 fois moins 2. Donc, moins 7, 7, racine de 81, 9, donc 7 plus 9, 16, 16 sur moins 4, ça vaut moins 4. Voilà pour les deux racines. Maintenant, une fois que j'ai les racines, eh bien, je vous rappelle que ce que je cherche à résoudre, c'est une inéquation. Je cherche quand est-ce que le polynôme, eh bien, était supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est positif. Je vais donc chercher à faire un tableau de signes de ce polynôme. Maintenant que j'ai les racines, eh bien, je vais pouvoir faire le tableau de signes. Alors, vous savez que le signe d'un polynôme du second degré, sur un graphique, on le repère comment? Un polynôme du second degré, sur un graphique, ça se représente avec une parabole qui est soit ouverte vers le haut si jamais le coefficient dominant est positif, ce qui n'est pas le cas ici, soit une parabole qui est ouverte vers le bas si jamais le coefficient dominant est négatif, ce qui est le cas ici. Quand elle est ouverte vers le haut, si jamais le polynôme a deux racines, cela signifie que l'axe des abscisses va venir couper la courbe en 2 points ici. Ce qui veut dire que si vous connaissez là les points où la courbe coupait l'axe des abscisses, eh bien finalement vous savez quand est-ce que le polynôme était la courbe était au-dessus de l'axe des abscisses et quand est-ce qu'elle était en dessous. Vous savez donc quand est-ce que le polynôme est positif et quand est-ce que le polynôme est négatif. Si jamais elle est orientée vers le bas, comme ici, quand le coefficient dominant est négatif, eh bien, ça veut dire que finalement, les deux racines qu'on vient de trouver là, ce sont les abscisses des points où la courbe a coupé l'axe. Et comme vous voyez au niveau de l'orientation, eh bien, entre les deux racines, on voit que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui signifie que le polynôme, en fait, est positif. Voilà, ça nous permet de faire le tableau de signes. Alors moi, comme elle est ouverte vers le bas, j'efface ça. Ça, je le mets sur mon brouillon, ça n'a pas besoin de figurer sur ma copie. Et je vais donc dire, or, le coefficient dominant, le fameux moins 2, qui s'appelle aussi A dans notre exercice, est strictement négatif. Donc, et je vais pouvoir dresser le tableau de signes. Alors, je vais décaler un tout petit peu mon tableau. Hop, voilà. Et je vais faire le tableau de signes du polynôme. Donc, on a x moins l'infini plus l'infini. On a le signe de... Il faut que je recopie le polynôme. Donc, moins 2x au carré, moins 7x plus 4. Et il faut que je remplisse ce tableau de signes. Alors, il faut que je repère les deux endroits où le polynôme s'annulait. Et bien, on a trouvé que c'était en 1 demi et en moins 4. Alors, attention, moins 4 est un nombre plus petit qu'un demi. Donc, on va d'abord rencontrer moins 4, puis 1 demi. En ces deux nombres, le polynôme vaut pile 0, puisqu'on a trouvé que c'était la valeur des racines. Et pour compléter le signe, vous voyez, entre les racines, le polynôme va être positif et négatif à l'extérieur des racines. Donc, on a un tableau de signes du polynôme qui est celui-là. Et là, tout de suite, on relit la question, on se demandait quand est-ce que le polynôme était supérieur ou égal à 0. Et donc, on voit que il va être supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 4, 1 demi. Donc, en fait, l'ensemble des solutions de cette inéquation, ça va être l'intervalle moins 4, 1 demi. Voilà, donc j'ai rédigé ici. Et donc, ça vient conclure cette première question. On va pouvoir passer à la deuxième question. Alors, dans cette question 2, on nous dit, dans cette question, on pourra réutiliser le résultat de la question 1. Le résultat de la question 1, je vous rappelle, c'est la petite résolution de l'inéquation qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on définit trois fonctions, soit f, g et h, trois fonctions définies pour tout réel x par, voilà, on a trois expressions. On note CF, CG, CH, les courbes représentatives respectives de ces fonctions f, g et h.
On nous dit qu'en fait, les courbes CF, CG et CH, elles ont été tracées sur ce graphique ici. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est identifier chacune des courbes. Et une réponse non justifiée avec un argument du cours ne rapporte aucun point. Voilà. Donc, il faut dire qui de la verte, la bleue ou la rouge correspond à la courbe représentative de la fonction f, qui correspond à celle de g, qui correspond à celle de h. Première chose à observer, c'est que déjà, si vous regardez ces trois courbes, il y en a une qui n'est pas comme les autres, hein, c'est la rouge, c'est une droite, alors que les deux autres courbes semblent être des paraboles. Voilà. Si on observe les expressions des fonctions, on se rend compte que f est un polynôme du second degré, h est une fonction polynomiale du second degré également, et il n'y a que g qui est une fonction affine. Donc, ça veut dire que g, comme c'est une fonction affine, sa courbe représentative est censée être une droite. Donc, on en conclut que la courbe rouge, la droite rouge, correspond à la courbe représentative de G. Voilà, donc l'essentiel, c'est de mettre une petite phrase, on n'en met pas des caisses, c'est G la droite rouge, car G est affine, et que les deux autres courbes sont des paraboles, ce ne sont pas des droites, donc ne peuvent pas correspondre à une fonction affine. Voilà pour celle-là. Ensuite, on va discuter de la verte et de la bleue. Alors, les deux sont des paraboles, et ça tombe bien, puisque elles sont censées correspondre à f et à g, qui sont des fonctions polynomiales du second degré. Donc, effectivement, leurs courbes représentatives sont censées être des paraboles. Alors, on voit que là, il y a quelque chose de très clair comme différence entre ces deux courbes. C'est que la verte, c'est une parabole qui est ouverte vers le bas, alors que la bleue, elle est ouverte vers le haut. On sait que ça, c'est géré par les coefficients dominants, c'est-à-dire les coefficients qui accompagnent x au carré. Si le coefficient dominant est positif, la courbe est censée être ouverte vers le haut. Si le coefficient dominant est négatif, c'est censé être ouvert vers le bas. Donc ici, il y en a une qui a un coefficient dominant négatif, l'autre qui a un coefficient dominant positif. Donc celle qui a le coefficient dominant négatif va avoir comme courbe représentative la courbe verte, et celle qui va avoir le coefficient dominant positif va avoir comme courbe représentative la courbe bleue. Voilà, donc petite phrase, le coefficient dominant du polynôme f de x est négatif, donc CF est une parabole ouverte vers le bas. Voilà. CF est donc la courbe bleue, verte, pardon. Voilà, il nous reste du coup que la courbe bleue, et la courbe bleue va correspondre à H. Alors soit vous faites par déduction, vous dites qu'il n'y en a plus qu'une, et du coup ça correspond à H, c'est bien sûr accepté. Soit vous reparlez à nouveau du coefficient dominant de H de x qui est positif, et donc sa courbe représentative doit être une parabole ouverte vers le haut, ce qui correspond à la courbe bleue. Voilà, donc vous voyez, ça justifie assez vite, pas besoin d'en faire beaucoup. Une petite phrase avec un argument choc, le coefficient dominant, et c'est réglé. Ça, c'était la question de A. On passe maintenant à la question de B. Cette question de B, c'est quoi? On nous dit sur quel intervalle la courbe rouge est-elle en dessous de la courbe verte? Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Alors, la courbe rouge, c'est la droite. La courbe verte, c'est cette parabole ouverte vers le bas. Alors, pour rappel, la courbe rouge ici, elle correspond à la courbe représentative de la fonction g, et la verte correspond à la courbe représentative de la fonction f. Donc, on cherche quand est-ce que la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge, c'est-à-dire quand est-ce que les images par la fonction f sont plus grandes que les images par la fonction g. Donc finalement, ce qu'on cherche à résoudre sur R, on cherche à résoudre l'inéquation. Je cherche quand est-ce que les résultats des images par la fonction f sont supérieurs, éventuellement égaux, aux résultats par la fonction g. Donc, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à g de x? Alors ça, c'est une inéquation, donc je peux essayer de la résoudre. F de x, on a dit que c'était moins 2x au carré, moins 6x, plus 2. Et donc, je cherche quand est-ce que c'est supérieur ou égal à x moins 2, puisque il se trouve que g de x, son expression, c'était x moins 2. Alors ici, la petite astuce, et c'était marqué dans l'énoncé, je rappelle ici, dans la question 2, au départ, il est marqué, dans cette question, on pourra réutiliser le résultat de la question 1. Bon, là, on se rend compte que l'inéquation sur laquelle on tombe, c'est exactement l'inéquation du départ de l'exercice. Donc, ça veut dire que les solutions qu'on a trouvées tout à l'heure dans la question 1, ce sont exactement les solutions de cette inéquation. D'après la question 1, l'ensemble des solutions est l'intervalle moins 4, 1 demi. Donc, ça veut dire que c'est sur cet intervalle que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g, c'est-à-dire que la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge.
Voilà, petite phrase réponse qui nous permet de terminer cet exercice 1. On passe à l'exercice 2. Alors, dans cet exercice, on nous dit le but de cet exercice est de résoudre sur R+, l'équation qui est ici. Voilà. Donc, c'est une équation, si on la regarde bien, le petit problème par rapport au chapitre, c'est que ça n'est pas une équation du second degré. Donc, on se dit, a priori, ça ne rentre pas dans le cadre du cours. Voilà. Alors, on va se laisser guider, on va voir si on peut réussir, du coup, à quand même la résoudre. Première question, on nous dit résoudre dans R l'équation grand X au carré moins 14 fois grand X moins 32 égale 0. Bon, écoutez, on va s'exécuter, on va faire ça. Alors, celle-là, pour le coup, elle est du second degré. Donc, celle-là, pour le coup, elle rentre dans le cadre du cours sur les polynômes du second degré. Très bien, donc je vais en fait résoudre cette équation dans R. Ça revient à trouver les racines du polynôme x au carré moins 14x moins 32 sur R. Donc, on va chercher les racines de ce polynôme. On commence par dire que grand X au carré moins 14 fois grand X moins 32 est un polynôme du second degré avec, alors on va identifier les coefficients. Le A, c'est le coefficient qui accompagne X au carré, donc on ne le voit pas, c'est qu'il vaut 1. Le B, coefficient qui accompagne grand X, ça vaut moins 14. Et le C, c'est la constante, moins 32. Voilà. Le discriminant, on calcule B au carré moins 4AC. Ça nous donne B au carré, donc moins 14, le tout au carré. Faites très attention, encore une fois, à bien mettre vos parenthèses. Moins 4 fois A qui vaut 1, fois C qui vaut moins 32. Voilà. Alors, si on fait ce petit calcul, eh bien, on trouve 324. On a donc un discriminant qui est strictement positif. Et donc, ça veut dire que le polynôme du second degré a exactement 2 racines réelles. Voilà, donc maintenant, il faut les calculer. Donc, on a grand X1. Alors, les racines, vous voyez, on les renote avec des grands X, puisque l'inconnu était noté avec un grand X. C'est beaucoup plus pratique. Grand X1 vaut moins B moins racine de delta sur 2A. Ce qui vaut du coup moins B, donc ça fait moins 14, moins racine de 324 sur 2A. 2A, donc on a 2 fois 1. Si on calcule cette racine, eh bien on va trouver moins 2. Voilà. Ensuite, on a grand X2, la deuxième racine, qui est moins B plus racine de delta sur 2A, ce qui est égal à moins 14, plus racine carrée de 324, le tout sur 2 fois 1. Et si on fait ce petit calcul, eh bien, on trouve 16. Donc, on a résolu cette équation sur R, puisque les deux solutions qui sont là sont bien réelles, donc les deux vont être prises en compte. On a trouvé l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient moins 2 et 16. Voilà, donc une petite phrase de conclusion qui est ici. Donc vous avez repéré que ce soit dans cet exercice avec une équation à résoudre ou que ce soit dans l'exercice précédent avec une inéquation, j'isole un polynôme du second degré, j'étudie le polynôme du second degré et à la toute fin, dans la dernière phrase, je conclus sur l'ensemble des solutions de l'équation ou de l'inéquation. Voilà. Question 2. Eh bien, on nous dit en déduire les solutions sur R+, de l'équation E. Alors effectivement, l'équation E, si on l'observe un petit peu comme ça, eh bien on se rend compte que dedans, il y a racine de x. Ça veut dire que de toute façon, il ne pourra pas y avoir des solutions ici qui soient négatives. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on cherche à résoudre sur R+, c'est-à-dire que de toute façon, ça ne sert à rien de considérer les x négatifs, on ne pourrait pas les mettre sous la racine carrée. Voilà pourquoi ce R+. Donc, quel est le lien entre cette équation E et cette équation ici avec les grands X? Alors, quand on observe cette équation grand E, on voit quand même qu'il y a des petits points communs avec celle qu'on a déjà résolue, c'est-à-dire qu'il y a des coefficients, le nombre 14 qui est répété, le nombre 32 qui est répété, c'est certainement pas une coïncidence. Et donc, on se demande quel est le lien entre ces deux équations. Et là, on se dit, ah mais oui, mais bien sûr, en réalité, si grand X ici, je le vois comme étant racine de X, le X qui est là peut être vu comme grand X au carré, puisque racine de X au carré donne petit x. Donc finalement, cette équation
je vais la voir comme étant équivalente à dire que x, je peux le voir comme la racine carrée de x au carré, moins 14 fois la racine carrée de x, et puis le 32, je peux le transposer, donc moins 32 égale 0. Et là, ça ressemble énormément à celle que j'ai résolue juste avant. Celle que j'ai résolue juste avant, c'était avec les grands x au carré, c'était celle-là. Là, vous voyez, ça ressemble quand même énormément. Il suffit juste que je me dise dans ma tête qu'en fait, grand x, eh bien, va être remplacé par racine de x. Donc finalement, je vais faire ce petit changement de variable. C'est-à-dire que je vais dire que cette équation, c'est exactement la même que grand x au carré moins 14 fois grand x moins 32 égale 0 à partir du moment où j'ai posé que grand x prenait le rôle de racine de x. Je peux utiliser la notation de système comme ça qui garde en mémoire à chaque fois que, eh bien, il y a ces deux conditions qui me donnent cette équation-là. Les solutions que j'ai trouvées en grand X, eh bien, finalement, dire que grand X au carré moins 14 fois grand X moins 32 vaut 0, on a vu juste avant que ça voulait dire que grand X était égal à, on avait trouvé nos deux solutions, moins 2, ou que grand X était égal à 16. Et donc nous, on n'oublie pas que nous, le grand X, en fait, dans nos têtes, on veut que ce soit racine carrée du petit x qu'on cherche. Donc ça revient à quoi? Eh bien, c'est équivalent à dire que la racine carrée de x est égale à moins 2. Voilà, si grand x vaut ça et que grand x vaut ça, ça veut dire que ça vaut ça. Donc ça voudrait dire que racine de x est égale à moins 2. Ou que racine de x est égale à 16. Alors bien sûr, racine de x égale moins 2, vous devez sauter au plafond et dire qu'en fait, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le résultat d'une racine carrée d'un nombre réel, positif, eh bien, est forcément positif. Donc, ça veut dire que ici, on peut mettre un petit impossible. Si vous voulez justifier en disant une racine carrée ne peut pas être négative, eh bien, vous pouvez l'écrire. Maintenant, si vous faites ça, on comprendra tout à fait ce que vous voulez dire. Et donc, ça veut dire que c'est simplement équivalent à dire que racine carrée de x vaut 16. Alors, quel est le nombre qui est mis sous une racine carrée donne 16? Eh bien, en fait, c'est le carré de 16. Le carré de 16, si vous le mettez sous une racine carrée, vous obtiendrez 16. Donc, attention à ne pas commencer à sortir 4 ou je ne sais quoi. Donc, c'est équivalent à dire que petit x vaut 16 au carré. Et 16 au carré, eh bien, il se trouve que ça vaut 256. Donc, finalement, x égale 256. Voilà, donc, l'unique solution de cette équation, eh bien, finalement, c'est 256. Alors, je répète une dernière fois, si jamais vous n'avez pas trop compris ce truc-là. Donc, je répète. Là, vous avez une équation qui n'est pas du second degré, mais on s'aperçoit qu'en fait, si dans notre tête, l'inconnu n'est pas petit x, mais racine de x, en fait, ça veut dire que là, ici, on retrouve l'inconnu au carré. Puisque si l'inconnu dans notre tête, c'est racine de x, ça veut dire que quand on met racine de x au carré, on retombe sur x. Donc, en fait, on voit ça comme ça. Racine de x au carré, moins 14 fois racine de x, moins 32. Et on se dit, plutôt que de chercher petit x, on va chercher ce que vaut racine de x. Parce que si on cherche ce que vaut racine de x, en fait, ça revient à résoudre cette équation qui est une équation du second degré, qu'on sait résoudre. On la résout, on trouve moins 2 et 16 dans la question 1. Et donc, on se dit, oui, mais en fait, nous, ce qu'on cherchait, ce n'était pas les solutions de celle-là, c'était les solutions de celle-là. Donc, on cherchait des x dont la racine carrée de x annulait ça. Et du coup, on se dit, très bien, ça veut dire que je cherche un x tel que sa racine carrée vaut soit moins 2, soit 16, pour que mis là-dedans, ça s'annule. Et on se rend compte que du coup, le x qui convient, eh bien, c'est 256. On peut passer à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, désormais un grand classique, soit P, une fonction polynomiale du second degré définie sur R, telle que P de 3 vaut P de 9 et vaut 0, P de 1 vaut 16. Déterminer une expression de P. Donc ça, c'est clairement un exercice pour savoir si vous savez maîtriser les différentes formes d'expression d'un polynôme du second degré. Forme factorisée, forme développée, forme canonique, tout ça, tout ça. Donc ici, on vous donne des informations sur le polynôme du second degré. On vous donne en fait ses racines. Si on vous dit que P de 3 vaut 0 et que P de 9 vaut 0, c'est-à-dire que 3 et 9 sont les racines du polynôme. Donc ça va nous renseigner sur une des formes possibles de l'écriture du polynôme.
Petit rappel, vous devez savoir qu'un polynôme du second degré peut être mis sous trois formes assez remarquables. Forme développée, celle-là, celle que vous voyez en général au début des exercices, qu'on a vu dans l'exercice 1 et dans l'exercice 2, la première question. Vous avez aussi la forme canonique qui s'écrit sous cette forme-là, a fois x moins alpha au carré plus bêta. La forme canonique, je vous rappelle que alpha et bêta, eh bien, vous pouvez lire, quand vous lisez alpha et bêta, l'abscisse est l'ordonnée du sommet de la parabole qui va représenter le polynôme du second degré, donc très important. Celle-là, elle sert surtout à faire des tableaux de variation, du coup. Forme factorisée, a fois x moins x1 fois x moins x2, donc c'est dans le cas où il y a deux racines au polynôme, x1 et x2, et donc on peut écrire le polynôme sous cette forme-là. Chacune des trois formes, vous pourrez remarquer, eh bien, il y a trois choses à trouver. A, B, C pour la forme développée, A, alpha, bêta pour la forme canonique, A, x1, x2 pour la forme factorisée. Dans cet exercice, on vous a dit que P2, 3 valait P2, 9 et que ça valait 0. Donc, en fait, on vous a donné les racines du polynôme 3 et 9. Donc, ça veut dire que pour trouver une expression du polynôme, le mieux, c'est de partir de la forme factorisée et de remplacer les racines par 3 et 9. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut que vous pensiez à vous diriger vers la forme factorisée du polynôme. Alors après, ça ne vous donnera pas le A. Le A, on va le trouver d'une autre manière. Mais en tout cas, on va partir en disant comme 3 et 9 sont les racines du polynôme, eh bien, je sais que le polynôme peut s'écrire comme ça. Donc, 3 et 9 sont les deux racines de P de x. Donc, P de x est de la forme P de x égale A fois x moins 3 fois x moins 9, puisque 3 et 9 sont les racines, avec le coefficient A, qui est un nombre réel. Pour l'instant, on ne l'a pas découvert, mais par contre, il ne peut pas être égal à 0, parce que s'il est égal à 0, eh bien, ça veut dire que P de x vaut 0, et donc on n'a plus affaire à un polynôme du second degré. Donc on précise avec A appartenant à R étoile. Maintenant, il faut trouver le petit a. Et c'est là qu'intervient la deuxième condition. Pour l'instant, on a juste utilisé que P de 3 valait P de 9 et que les deux valaient 0. Il y avait une deuxième condition dans l'énoncé qui est inscrite ici, c'est que l'image de 1, c'est censé être 16. Donc P de 1 égale 16. Donc on va dire, or, P de 1 vaut 16. Et ça veut dire quoi que P de 1 vaut 16? P de 1 égale 16, c'est équivalent à dire que si je remplace les x par des 1, eh bien le résultat doit donner 16. Donc A fois 1 moins 3 fois 1 moins 9, je sais que c'est censé être égal à 16. Sinon, l'image de 1 ne vaut pas 16. On fait nos petits calculs, ça donne A fois 1 moins 3 moins 2 fois 1 moins 9 moins 8. Et donc ça, c'est censé être égal à 16. En tout cas, je cherche le A qui fait que ce sera égal à 16. Moins 2 fois moins 8, eh bien ça vaut 16. Donc du coup, ça nous donne 16A égale à 16. Ce qui est équivalent à dire que A vaut 16 divisé par 16. 16 divisé par 16, eh bien ça vaut 1. Donc finalement, on a trouvé une expression de P de x qui est l'expression factorisée qui est égale à, je recopie en remplaçant A par 1. Alors soit vous l'écrivez, soit vous ne l'écrivez pas, puisque comme c'est une multiplication, eh bien multiplier par 1, ça revient à réécrire l'expression toute seule. Donc vous pouvez répondre comme ça, 1 fois x moins 3 fois x moins 9, ou vous pouvez aussi ne pas écrire le 1. Voilà. Au moins sous cette forme-là, eh bien on peut voir que vous avez bien compris les choses. Rien ne vous empêche après, si vous en avez envie, de redévelopper, histoire de trouver la forme développée du polynôme. Mais ici, ça ne vous est pas demandé. Exercice 4. Alors, on vous dit un homme saute d'un avion en mouvement au point A, ici, tac, d'altitude 3000 mètres, et pour atterrir sur un coussin gonflable à une altitude de 0 mètres. Donc, en gros, au niveau de l'axe des abscisses. Au cours de sa chute, l'homme suit une trajectoire parabolique. Vous voyez ici, il y a marqué sauteur, donc c'est la petite parabole qui est verte, en tout cas la portion de parabole qui est verte, dont le sommet est le point A de coordonnées 100, 3000, donc là où la personne a sauté. Une photo est prise un petit peu plus tard, l'homme est alors au point B, qui est ici, de coordonnées 200, 2500. On note petit h, la fonction du second degré définie sur R, dont la représentation se superpose à la trajectoire du sauteur. Donc, en gros, h, c'est la fonction dont la courbe va venir se coller sur la courbe verte ici.
Première question, déterminer la forme canonique du polynôme h de x. Et ensuite, il faudra en déduire que, en fait, le polynôme, il peut s'écrire comme ça, sous forme développée. Mais donc, première question, il faut trouver la forme canonique. Alors, pour rappel, la forme canonique d'un polynôme du second degré, c'est a, donc le coefficient dominant, fois x moins alpha au carré, plus bêta, avec alpha et bêta qui sont les coordonnées du sommet de la parabole. Alors ici, on nous a dit que h correspondait à la fonction qui était représentée par la parabole verte, donc celle du sauteur, très bien, c'est ce qu'on veut. Et donc, comme on nous a dit dans l'énoncé ici que l'homme suit une trajectoire parabolique dont le sommet est le point A de coordonnées 100, 3000, eh bien, en fait, ça veut dire que 100 et 3000 sont tout simplement alpha et bêta. Ce qui nous donne une grosse information sur la forme canonique. On aura déjà trouvé alpha et bêta grâce simplement à cette phrase. Ensuite, il faudra qu'on identifie le A. Donc, on sort l'argument qui va faire mouche, c'est que A est le sommet de la parabole représentant la fonction h. Donc, h de x est de la forme. Donc, vous pouvez dire la forme canonique de h de x est h de x égale a fois x moins 100 au carré plus 3000. Voilà. Là, vous récitez votre cours. Avec le a, eh bien, qui est un nombre réel non nul, toujours pour les mêmes raisons, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va très certainement déterminer. Alors justement, comment derrière on peut déterminer ce petit a? Eh bien, tout comme dans l'exercice 3, où on avait utilisé la forme factorisée, où il fallait finir par trouver petit a, il nous faut une condition supplémentaire. Dans l'exercice 3, on nous avait dit que P de 1 valait 16. Voilà. On nous avait donné l'image d'un nombre par le polynôme. Donc là, il nous faudrait avoir l'image d'un nombre par la fonction h. Et c'est là qu'intervient à nouveau l'énoncé. Dans l'énoncé, je vous rappelle qu'on a pris une photo un petit peu plus tard et le sauteur était au point B de coordonnées 200, 2500. Donc ça veut dire que le point B de coordonnées 200, 2500, eh bien, il est sur la courbe. Donc ça veut dire que si je fais h de 200, je dois trouver 2500. Donc on va dire or h de 200 est égal à 2500. Alors si vous avez envie de parler du point B pour justifier ça, vous pouvez, mais sinon si vous écrivez ça, on a compris que vous aviez compris. Et dire ça, dire que h de 200 est égal à 2500, finalement, c'est équivalent à dire que si je remplace x par 200, le résultat doit être 2500. Donc ça veut dire que a facteur de 200 moins 100 au carré plus 3000 est égal à 2500. Ça nous donne quoi? 200 moins 100, eh bien ça vaut 100. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir 10 000 fois a. Pourquoi 10 000 parce que vous mettez 100 au carré. Donc ça fait 10 000 a, qui doit être égal à 2500, et je transpose 3000. Donc 2500 moins 3000, ça nous donne moins 500. C'est donc équivalent à dire que a est égal à moins 500 sur 10 000. Et donc que a est égal à moins 1 sur 20, ou moins 0,05 si vous voulez. C'est le même nombre. Donc finalement, je vais reprendre la forme canonique qui est là, puis je vais remplacer a par moins 1 vingtième. Donc h de x est égal à moins 1 vingtième fois x moins 100 au carré plus 3000. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Si, on voit. Donc là, j'ai la forme canonique. J'ai terminé la première partie de cette question, puisque c'était le but de trouver la forme canonique. Et après, on nous avait dit et en déduire la forme développée. Donc je vais effacer au-dessus, et puis je vais repartir de cette forme canonique, et je vais en déduire la forme développée. Alors ici, n'hésitez pas à écrire à côté forme canonique, histoire que le correcteur a bien compris que vous avez compris que vous avez une première étape de fait. Donc là, la difficulté, s'il y en a une, c'est uniquement une difficulté calculatoire. Il n'y a plus de raisonnement à avoir. Donc il va falloir que je m'occupe de l'identité remarquable qui est ici. Donc ça me donne moins 1 sur 20 facteur 2.
Alors ça, c'est de la forme a moins b au carré. Et la forme a moins b au carré, je vous rappelle, si on la forme développée, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc a carré, ça nous donne x au carré moins 2 fois x fois 100. Donc je peux faire moins 2 fois 100, donc ça va faire moins 200 x plus le carré de 100, donc 100 au carré, qui fera 10 000, on va l'écrire juste après, plus les 3000 qui étaient derrière. Pensez bien à mettre vos parenthèses, car ici, le moins 1/20, multiplier le résultat de l'identité remarquable, donc il faut bien que mon identité remarquable soit entièrement multipliée par moins 1/20. Ce qui nous donne, on développe, moins 1/20 fois x au carré, moins 1/20 de x au carré. Ensuite, on va avoir moins 1/20 fois moins 200x. Donc, moins par moins, ça va nous donner plus. Et du coup, on va se retrouver avec donc 200 divisé par 20, ce qui nous donne 10. Donc, plus 10x. Plus, alors ça vaut 10 000. Ici, je vous rappelle, il y a moins 1/20. Donc déjà, je vais obtenir un moins. Donc, moins 1/20 fois 10 000, eh bien, il se trouve que ça fait moins 500. Voilà, je vais pouvoir effacer ici. Plus les 3000 qui traînaient derrière. On obtient moins 1/20 de x au carré plus 10x plus 3000 moins 500, donc 2500. Je fasse un petit peu. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est fini. On a trouvé notre forme développée. Alors, on vérifie que c'est bien ce qu'on avait dans l'énoncé. Dans l'énoncé, je vous rappelle, c'était ici. Donc, on a moins 1/20 de x au carré plus 10x plus 2500. On est bon. Question 1 terminée. On peut passer à la question 2. La question 2, qu'est-ce que c'est? Déterminer la valeur exacte de la distance à laquelle il touche le sol, puis donner une valeur arrondie au mètre près. Alors, on imagine ici qu'on prolonge la courbe et qu'on va savoir où est-ce que la courbe va couper l'axe des abscisses, puisqu'on nous a dit que le sol était à une altitude de 0 m, donc c'est l'axe des abscisses. Donc, en fait, ça devient une question de quand est-ce qu'un polynôme du second degré est égal à 0. Donc déjà, voilà, il faut mettre le problème en équation. On cherche x tel que h de x soit égal à 0, c'est-à-dire l'altitude du sauteur soit égale à 0. Alors ça, du coup, ça revient à résoudre l'équation. Moins 1/20 de x au carré plus 10x plus 2500 égale 0. Et ça, il se trouve que c'est une équation du second degré. Donc, je vais essayer de déterminer quand est-ce que ce polynôme s'annule, c'est-à-dire quelles sont les racines de ce polynôme. Donc, je commence par dire que moins 1/20 de x au carré plus 10x plus 2500 est un polynôme du second degré. Et je donne les noms de chacun des coefficients avec leurs valeurs. A, c'est moins 1/20, B, c'est 10, C, c'est 2500. Le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac, b c'est 10, donc 10 au carré moins 4 fois moins 1/20 fois 2500. Il se trouve que si on fait ce petit calcul, eh bien on trouve 600. On a donc un discriminant qui est strictement positif. Qui dit strictement positif veut dire que le polynôme a exactement 2 racines réelles. Et il va falloir les calculer, ces 2 racines, x1 et x2. Alors x1, moins b moins racine de delta sur 2a, je remplace b, delta et a par leur valeur, j'obtiens cette chose un petit peu compliquée. Alors, soit vous le tapez directement sur votre calculatrice, et c'est ok, ça va vous donner la réponse, on va être content, etc. Soit sinon, vous essayez de comprendre un petit peu ce genre de calcul pour gagner en compétences. Vous avez moins 10, alors moins racine de 600, quand on a une racine carrée et qu'on veut la simplifier un petit peu, eh bien on s'interroge à savoir... est-ce que 600 ne peut pas se décomposer avec un carré parfait? Vous savez, le carré de 2, carré de 3, carré de 4, etc., etc. Il se trouve que 600, c'est 6 fois 100. Donc en fait, on se rend compte que c'est racine carrée de 6 fois racine carrée de 100. Mais la racine carrée de 100, il se trouve que c'est 10. Donc en fait, ça fait racine carrée de 6
fois 10. Donc ça fait 10 racine carrée de 6. Au dénominateur, on se retrouve avec 2 fois moins 1 vingtième. Donc déjà, il va y avoir un moins. Et 2 fois 1 vingtième, bah, ça fait plus que 1 dixième. Donc ça va nous donner 1 sur 10. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc au lieu de diviser par 1 dixième, on va multiplier par 10 sur 1. Donc on va multiplier par 10. Ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver avec... Alors ici, les signes moins du numérateur vont disparaître parce que je peux leur appliquer le signe moins du dénominateur. Donc on va se retrouver avec 10 fois 10, donc 100, plus 10 fois 10, donc à nouveau 100, racine de 6. Pas très joli, je recommence. Racine carrée de 6. Est-ce qu'on le voit? Non, je décale un petit peu. Hop! Voilà pour cette solution-là. Mais sinon, votre calculatrice le donne et il n'y a aucun souci. Hein, vous pouvez utiliser votre calculatrice un jour de contrôle, pas de problème. Maintenant, on va calculer la deuxième racine, donc x2. Ça va être égal à moins b, alors j'éclaire un tout petit peu le tableau pour que j'ai la place d'écrire, moins b plus racine de delta sur 2a. Ça va ressembler beaucoup au calcul d'avant. Hein. Ça fait moins 10 plus racine de 600 sur 2 fois moins 1 sur 20. Et du coup, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne moins 10 à nouveau plus 600, on le voit comme racine de 6 fois racine de 100. Et comme racine de 100 vaut 10, bah, je remplace racine de 100 par 10. Mais par contre, il me reste racine de 6 derrière. Le tout sur moins 1 dixième. Alors, bah, ça va nous donner, du coup, divisé par 1 dixième, ça revient à multiplier par 10. Donc, alors ici, du coup, par moins 10, parce qu'il y avait le moins. Donc, ça fera moins 10 fois moins 10, ça fera à nouveau 100. Et moins 10 fois 10 racine de 6, ça fera moins 100 racine de 6. Et alors là, on peut calculer des valeurs approchées, du coup, puisque dans l'énoncé, on nous demandait, voilà, donner une valeur approchée au mètre près de quand le sauteur va se retrouver au sol. Donc, si on veut chercher une valeur approchée, on tape sur sa calculatrice et on trouve que celle-là, la première avec un plus, là, elle vaut environ 345. Vous voyez pas, je décale encore un petit peu. Et que celle-là, elle vaut environ, alors là, la difficulté avec celle-là, c'est qu'elle est négative, donc moins 145. Alors nous, si on regarde, si on observe la parabole avec la trajectoire suivie par le sauteur, en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a deux racines normalement au polynôme qui est représenté par cette parabole. Et on sent bien que si on traçait l'autre branche de la parabole, eh bien effectivement, elle croiserait l'axe des abscisses à un autre endroit. Alors c'est ça le fameux moins 145. C'est une valeur approchée de là où elle aurait coupé sur la gauche. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est sur la droite, vous voyez, entre 300 et 400. C'est bien celle qui vaut environ 345. Donc on va enfin pouvoir répondre à la question. La question c'était déterminer la valeur exacte de la distance à laquelle il touche le sol, puis donner une valeur arrondie au mètre près. Le sauteur touche le sol à une distance de 100 plus 100 racines de 6 mètres, donc ça c'est la valeur exacte, soit environ 345 mètres, valeur arrondie au mètre près. On passe à l'exercice 5. Alors dans cet exercice 5, on vous dit dans chaque cas, donner un exemple de polynôme du second degré P de x vérifiant les conditions demandées. Votre réponse, et donc la forme choisie, devra être suffisamment explicite pour que le correcteur n'ait pas à faire de calcul pour vérifier l'expression proposée. Dans le cas contraire, l'exemple proposé ne sera pas examiné par le correcteur. Voilà. En fait, chacune des conditions qui sont là font référence à une forme particulière de votre polynôme du second degré. Là, par exemple, quand vous avez un tableau de variation, vous savez que le tableau de variation vous renseigne, par exemple, sur la forme canonique. Quand vous avez un tableau de signes, vous savez que ça vous renseigne sur les racines du polynôme qui se trouve ici. Donc c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est d'utiliser à nouveau la bonne forme du polynôme en fonction des conditions qu'on vous donne. Donc pour la première question, on vous dit le polynôme P de x a le tableau de variation suivant. Donc vous avez ce tableau de variation. Le tableau de variation, je vous rappelle, nous renseigne sur la forme canonique. En effet, dans le tableau de variation, vous pouvez lire les coordonnées du sommet de la parabole qui représente le polynôme. L'abscisse, c'est alpha. L'ordonnée,
c'est bêta. Donc, on connaît déjà une bonne partie de la forme canonique de notre polynôme P. Donc, d'après le tableau de variation, alpha vaut moins 3, bêta vaut moins 6. Et on a une dernière information, c'est regarder le sens des flèches. Ça veut dire que la parabole est ouverte vers le bas, ça. Si la fonction est d'abord croissante puis décroissante, c'est-à-dire qu'on est sur une parabole qui était comme ça. Donc ça nous renseigne sur le signe du coefficient dominant. Donc il nous faut un A qui soit négatif. Voilà, de ce tableau de variation-là, on ne peut rien dire de plus. Donc il faut donner un exemple de polynôme qui vérifie alpha vaut moins 3, bêta vaut moins 6 et qui est un A négatif. On peut donc proposer hop, P de x égale un A négatif, donc par exemple moins 3, un alpha égale à moins 3, donc facteur de x moins, normalement dans la forme canonique, vous avez A fois x moins alpha, c'est ça la forme canonique, A fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc alpha, on a dit que c'était moins 3, donc ça fait moins 3 au carré plus bêta, c'est-à-dire moins 6. Donc en fait, c'est égal à moins 3, facteur de x, alors moins 3, ça fait plus 3, au carré, et plus moins 6, donc moins 6. Voilà, si jamais vous donnez ça, eh ben, c'est OK, vous avez tous les points à cette question. Après, si vous avez envie de développer, pour avoir la forme développée, d'accord, mais en fait, le correcteur, votre forme développée, vous voyez comme en plus, vous avez le choix du petit a, c'est-à-dire que vous, moi, j'ai choisi moins 3, mais peut-être que vous auriez choisi moins 7, moins 20, moins 45, etc. En tout cas, il faut que ce soit négatif. Mais comme vous avez le choix, bah, le professeur, il n'y a pas qu'une seule réponse. Donc, si vous mettez sous forme canonique, il peut vite vérifier que vous avez le bon alpha, le bon bêta et que vous allez choisir un négatif. Alors que si vous développez la forme, eh bien, vous allez tomber sur une écriture qui ne sera pas du tout explicite. Et ça, le correcteur, il n'en veut pas. Il veut quelque chose de facile à lire. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de développer, si vous avez bien écrit la forme canonique, le correcteur verra. C'est bon, il s'est regardé 2 lignes avant, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ce soit juste une forme développée qui apparaisse sur votre copie comme ça, sans savoir d'où elle vient. On passe du coup à la deuxième question. Et donc, dans la deuxième question, eh bien, on nous a donné un tableau de signes. Et donc, comme je le disais en introduction de cet exercice, ça nous permet de lire les racines du polynôme. Donc, on va plutôt s'orienter sur une forme factorisée cette fois-ci. Alors, ce tableau de signes nous dit que les racines sont moins 2 et 5. Et également, comme vous voyez, plus, moins, plus, ça veut dire que la courbe, la parabole qui représente le polynôme, elle devait être au-dessus de l'axe, puis en dessous, puis au-dessus. Ça veut dire qu'elle est ouverte vers le haut, finalement. Si elle est ouverte vers le haut, eh bien, on a un petit renseignement sur le coefficient dominant. Il faut qu'il soit positif. Donc, d'après le tableau de signes, bah, cette fois-ci, on a les racines. x1 qui va être égal à moins 2. x2 qui va être égal à 5. Et en même temps, on sait que le a est strictement positif. On peut donc proposer P de x égale. Alors, je vous rappelle que la forme factorisée, c'est a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième, lorsqu'elles existent, bien entendu. Le a, on vient de dire qu'il nous fallait quelque chose de positif, donc j'ai qu'à choisir, je sais pas moi, 23. Je peux très bien choisir 1 aussi, hein, mais je choisis 23 juste pour vous montrer que vraiment on peut prendre n'importe quoi. Fois x moins x1, donc x1, on a dit que c'était moins 2, donc x moins 2, et fois x moins x2, et x2, on a dit que c'était 5. Donc finalement, moi je vais choisir l'exemple 23 fois x plus 2 fois x moins 5. Une nouvelle fois, si j'ai envie de tout développer pour avoir une forme développée, parce que je préfère ça, j'ai tout à fait le droit de le faire, mais il faut au moins que je marque ça sur ma copie, que le correcteur, très rapidement, il puisse contrôler, que j'ai compris déjà qu'il voulait que je mette la forme factorisée, et que j'ai compris comment on remplit chacun des paramètres qui nous manquent. Voilà, on en a terminé avec ce contrôle. Vous en avez plein d'autres pour vous entraîner sur la chaîne. Je vous encourage à cliquer, à aller voir. Les sujets sont sur le site monbac-en-maths.fr. Vous cliquez, vous avez la correction à côté. Entraînez-vous, il faut maîtriser ce chapitre si vous voulez faire une bonne année de première et surtout si vous voulez aller faire l'aspect en terminale. À bientôt!